Bonjour et merci de nous retrouver pour la suite de notre entretien auprès du vénérable Dakpo Rinpoché. En effet, comme la semaine dernière, nous nous trouvons à Gandenling, dans le sud de l'Île-de-France, près de Fontainebleau. C'est ici que Dakpo Rinpoché vit et enseigne le Dharma. C'est ici que de nombreux disciples et élèves viennent l'écouter et s'instruire. Car l'enseignement est au cœur de la vie de Dakpo Rinpoché. C'est ce que nous allons découvrir tout de suite auprès de lui. Bonjour Dakpo Rinpoché. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la suite de notre entretien que vous avez bien voulu nous accorder. Nous avons évoqué la semaine dernière votre enfance et votre formation au Tibet. Et puis nous en sommes arrivés au point où vous êtes arrivé en France, invité par des universitaires. Alors la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi, alors que vous avez enseigné le tibétain et la culture tibétaine à l'INALCO à partir de 1960, pourquoi est-ce que vous n'avez pas enseigné en même temps le Dharma? Quand je suis arrivé en France, c'était à l'invitation d'universitaires. Le professeur Stein, qui m'avait fait venir, souhaitait créer une section de langue tibétaine aux langues orientales, INALCO, où il y avait déjà beaucoup d'autres langues, mais pas encore le tibétain. Ma responsabilité, c'était d'apprendre la prononciation tibétaine aux étudiants, la façon de faire les phrases, la syntaxe. Mais il n'était pas question de parler du bouddhisme, et je n'étais pas venu en France pour enseigner le bouddhisme. J'avais déjà fort à faire avec mon propre apprentissage du français, et puis cette création du cours de tibétain. Et est-ce que vous avez donc compris que vos étudiants de langue et de culture tibétaine avaient envie d'en savoir plus sur le bouddhisme? Il est exact que parmi mes étudiants, mes élèves aux langues orientales, beaucoup même, étaient sans aucun doute intéressés par le bouddhisme. Ils me posaient souvent des questions. Et je répondais que je n'y connaissais rien, que ça n'était pas mon domaine, et je n'abordais pas du tout cette question-là dans le cadre universitaire. Je répondais que je n'étais pas là pour ça. Rinpoché est arrivé en 1960. Il est venu d'abord en tant que réfugié pour travailler dans le cadre de l'université française. Petit à petit, comme il a été de plus en plus sollicité avec insistance par des Occidentaux et également encouragé par ses maîtres, il a accepté d'enseigner, mais au point de départ, quand je l'ai rencontré aux langues orientales, il ne voulait pas enseigner le bouddhisme, il enseignait le tibétain, sa culture, point barre. On était au début de l'année 70 quand on a commencé tous ensemble. Au bout d'un trimestre, on devait plus être qu'une trentaine et on a terminé la première année, on était 11 ou 12. Donc c'était un petit groupe qui s'est vraiment bien retrouvé. Et un jour, nous avions donc Marie-Stella en tant que professeure de grammaire, je crois, nous a dit: est-ce que vous vous rendez compte de la chance que vous avez d'avoir un grand maître comme professeur? Là, on est tous un peu tombés des nues et je me souviendrai toujours de la semaine d'après où je suis allée pour la première fois un mardi aux enseignements rue de Vaugirard, où Dakpo Rinpoché est venu à côté de moi dans le couloir et il m'a dit: j'ai été très étonnée de vous voir mardi. Rinpoché est un grand maître bouddhiste, c'est un maître du Lamrim. Donc le Lamrim, ça inclut tout l'enseignement du Bouddha et c'est une approche du sutra de la sagesse. Donc Rinpoché nous enseigne à notre niveau ce que nous pouvons tirer de l'océan de l'enseignement du Bouddha. Ce qui l'intéressait, c'était que, en gros, que les gens qu'il fréquentait soient des gens heureux. Rinpoché accorde énormément d'importance à l'authenticité de la transmission. C'est pour cela qu'il préfère enseigner en tibétain pour être sûr que ses auditeurs entendront au moins une fois, même si c'est dans une langue qu'ils ne comprennent pas, l'enseignement dans toute sa pureté. Après, les interprètes, dont moi, on fait ce qu'on peut. Vous êtes vraiment très très nombreux à être venus
Et tout d'abord, Rinpoche tient à vous dire à chacun Taché Délé. Alors ça veut dire à la fois bienvenue, meilleurs vœux. Et dans la mesure où nous sommes éventuellement issus de cultures différentes, ce genre d'échange, c'est essentiel, c'est extrêmement important. Et Rinpoche dit qu'il est donc très heureux de cette occasion de vous rencontrer, de pouvoir parler avec vous. Rinpoche est un maître, c'est-à-dire qu'il s'adapte à ses auditeurs. Je ne sais pas si c'est cher à son cœur, mais je sais que comme c'est très important pour nous, il nous ramène toujours à la situation dans laquelle nous sommes, à la nécessité de nous connaître mieux, de faire un travail sur nous-mêmes, d'essayer petit à petit d'assumer des responsabilités vis-à-vis de nous, d'autrui, et en tout cas d'essayer de ne pas nuire dans la mesure du possible, et quand nous pouvons d'essayer d'être bénéfiques. Mais disons que c'est parce que c'est important pour nous. En fait, Rinpoche, il s'oublie lui-même. Il ne pense qu'à nous. Il nous arrive à tous de rencontrer parfois des ennuis, des problèmes. Et que faire? En fait, déjà la première chose à faire, c'est de ne pas nous laisser tétaniser par les difficultés. La bonne réaction, ça serait se dire, bon, il y a une difficulté, c'est vrai, d'où vient-elle? Quelles en sont les causes? Comment peut-on aborder la question dans la pensée bouddhiste, dans la vision bouddhiste des choses? On admet les vies successives. On peut dire la réincarnation, le passage d'une vie à une autre. On part également de la notion de loi de causalité, c'est-à-dire des relations entre les causes et leurs résultats, en observant qu'il y a nécessairement des similarités entre les causes et les résultats. Et c'est pour cela qu'il est beaucoup plus constructif, quoi qu'il arrive, de se demander mais qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les éléments, les facteurs qui font que maintenant je me retrouve dans une telle situation? Parce que si nous faisons cette analyse, ce tour d'horizon, avec un petit peu de chance, et très souvent nous allons nous rendre compte que cela vient de causes et de conditions, mais qu'au fond il suffirait de modifier tel et tel paramètre, ça entraînerait automatiquement d'autres résultats. Quand je l'ai vu la première fois, j'ai eu l'impression de retrouver mon vieux maître. Voilà, ça c'était ce qui m'est apparu et je l'ai vu extrêmement vieux et très âgé la première fois. Et plus tard, il me dira, vous l'avez retrouvé. Ensuite, bien sûr, Rinpoche, c'est ce qui m'a ouvert à l'étude, à la réflexion surtout et à la méditation. Je cherchais vraiment un sens à ma vie et je crois qu'en rencontrant Rinpoche, et je ne peux pas parler de Rinpoche sans parler de Geshe-la qui n'est plus là actuellement, et ça a donné du sens à ma vie, ça a bouleversé ma vie, ça a changé ma vie, ça a été vraiment un grand soleil pour moi. Rinpoche, c'est une petite question un petit peu personnelle. Quelle serait votre attitude au moment de votre départ concernant la renaissance? Rinpoche dit qu'il a entrepris beaucoup d'activités dans cette vie et qu'il n'aura pas forcément le temps de tout terminer. Je ne suis pas Bouddha, donc il faut se retrouver de vie en vie dans des conditions qui sont favorables pour poursuivre le cheminement jusqu'à devenir Bouddha. Ces enseignements sont vraiment à la portée de tous. Quel que soit évidemment son âge, son parcours scolaire, ses connaissances, son expérience, son vécu, c'est toujours un enseignement qui est adapté et qui est très pratique, ancré dans le présent, avec des solutions immédiatement applicables. C'est un maître, c'est un père, c'est un confident, c'est quelqu'un vers qui je me suis toujours tourné lorsque j'avais des questions, on va dire, importantes, des décisions importantes à prendre. J'ai toujours sollicité ses conseils et je dois dire que jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu à le regretter. Ils sont nombreux à être venus écouter Dakpo Rinpoche en cette journée porte ouverte. Les disciples en provenance de toute la France, les anciens élèves, mais aussi ceux qui veulent en savoir plus sur le bouddhisme.
Si le Vénérable a fini par accepter d'enseigner le Dharma il y a 40 ans, c'est que sa sainteté, le Dalai Lama, l'y avait encouragé. Et au début, ça ne devait pas durer. Pourquoi est-ce que nous avons continué? C'est parce que de la part des participants, beaucoup ont dit que ça leur était utile, ont constaté que ça leur avait permis d'avoir des meilleures relations, en tout cas plus apaisées, avec la famille, avec les amis, avec les collègues. Et puisque cela apportait une aide aux auditeurs, il est impossible dans ces conditions de s'arrêter là. Ceci dit, je pensais encore travailler pendant quelques années, puis à l'âge de la retraite, partir m'isoler dans un coin tranquille pour m'adonner à mes propres études. Mon intention n'était nullement de continuer à enseigner le Dharma, d'autant plus qu'à l'époque, il y avait un certain nombre de lamas tibétains qui venaient assez régulièrement en Occident, en particulier Karo Rinpoche. Et donc, je me disais que le travail était accompli par tous ces autres lamas et que donc je n'avais pas de responsabilité particulière de ce point de vue-là, qu'ils s'en chargeaient bien et que donc moi je pouvais rester tranquille de mon côté. Et c'est vrai que son activité s'est énormément développée ensuite en France, mais également dans beaucoup de pays d'Europe, dans des pays d'Asie, où il y a des centres du Dharma qui se sont érigés, des monastères également qui dépendent de lui. Ainsi, le Vénérable a fondé Dakpo Dratsang, une université monastique installée en Inde, dans la vallée de Kulu, sur les contreforts de l'Himalaya. Ce monastère est la réplique de celui qu'il a connu au Tibet durant sa formation jusqu'à l'exil. Le Vénérable s'y rend chaque année. Il y donne des enseignements et contribue à aider de nombreux Tibétains réfugiés en Inde. Une œuvre menée à travers tous les centres qu'il a fondés en France, en Suisse, aux Pays-Bas, en Malaisie et en Indonésie. Une tâche immense malgré le poids de l'âge. Concrètement parlant, une fois arrivé à l'âge de la retraite, loin de pouvoir m'isoler tranquillement, j'ai reçu bon nombre d'invitations qui ont fait que j'ai dû effectuer énormément de déplacements dans différentes régions, dans différents pays. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, à 90 ans, je me retrouve à devoir toujours et encore enseigner. Je souhaite ajouter quelques mots. J'ai pu venir ici en France et cela m'a donné des opportunités pour rencontrer beaucoup de personnes, pour, je crois, aider un certain nombre de personnes et également pour avoir des activités utile d'une part pour mon pays, le Tibet, et également pour la diffusion de l'enseignement du Bouddha. Mais si cela a été possible, c'est grâce tout particulièrement aux tibétologues qui m'ont accueilli, à commencer par le professeur Stein et monsieur et madame MacDonald. Je leur suis donc extrêmement reconnaissant. Et aujourd'hui encore, je continue à faire des prières à leur intention pour que tout se passe au mieux pour eux. Et je tiens vraiment à exprimer ma gratitude à tous les tibétologues et tout particulièrement à eux trois. Merci infiniment, Dakpo Rinpoche. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la fin de cet entretien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez revoir cette émission durant un mois sur la plateforme de France TV. Merci. Merci beaucoup.